Bienvenue à ce rendez-vous du porte-parole du gouvernement face aux questions d'actualité. Rendez-vous aux médias que nous co-animons, Eric Guédénon du Canal 3 et moi. Monsieur le porte-parole du gouvernement, Monsieur Wilfried Ilangoumbéji, la vie nationale est marquée depuis les 17 et 18 avril dernier par les émois suscités après les dernières attaques terroristes au bilan meurtrier jamais encore enregistré dans les rangs de nos soldats au front du Nord Bénin. 54 officiellement annoncés comme bilan, mais 70 agités sur les réseaux sociaux. Des statistiques qui sont querellées et qui valent d'ailleurs au gouvernement des critiques par rapport au temps mis par le gouvernement avant les annonces officielles. Au traumatique de ce choc s'ajoute l'émoi de l'opinion qui est aussi en colère contre le gouvernement, à qui il est reproché de n'avoir pas exprimé un message de compassion à l'endroit des familles éplorées, à la mémoire des soldats, mais aussi pour éclairer le peuple sur la situation réelle sur le terrain. Chez Eric, on va donc demander au gouvernement si cette stratégie est une stratégie de guerre face à l'ennemi ou une posture pétrifiée du gouvernement face à l'effroi. Mais il n'y aura pas que cette question, bien d'autres questions vont surgir. En tout cas, c'est la question principale, la situation sécuritaire dans le nord du Bénin. À cela, nous allons aussi ajouter des questions d'actualité. Monsieur le porte-parole, merci de votre disponibilité. Bonsoir. Bonjour. Osès l'a relevé, le Bénin a connu une récente attaque. Déjà, comment expliquer aux Béninois cette nouvelle attaque? Une différence tactique dans notre dispositif de défense? Non, je vous dirais d'emblée non, M. Guédénon. Et pas forcément une défaillance. Mais avant d'aller plus loin, vous me permettrez, à l'occasion ou à l'entame d'une émission comme celle-ci, de redire ici nos compassions, nos condoléances aux familles éplorées et à la nation tout entière. La nation tout entière parce que nous avons pris l'habitude de dire que quand un seul de nos soldats vient à tomber, c'est toute la nation qui est endeuillée. Parce que le soldat qui est au front, il l'est pour défendre la patrie, pour nous défendre, nous tous. Et c'est pour cela que j'associe à ces condoléances et à ces compassions réitérées la nation tout entière. Vous avez évoqué 54. 54. Et j'ai bon espoir, je vais espérer en tout cas, que plus jamais nous n'aurons des pertes dans cette envergure-là. 54 et pas 70 et pas plus de 70 comme cela a été véhiculé ici et là sur les réseaux comme vous l'avez souligné. Véhiculé aussi parce que les gens, les assassins qui viennent s'en prendre à nos enfants ont parfois, je ne dirais même pas parfois, ils ont un service de propagande, un service de presse, pour être soft. Et malheureusement pour nous, certains de nos enfants du Bénin, je veux dire, participent à ce jeu-là. De quelle façon? Se font les relais des assassins pour disséminer dans l'opinion des informations de nature à créer l'émoi, à entretenir la psychose. Il ne vous aura pas échappé, par exemple, que quelques jours après, soit le samedi dernier, le 26, je pense, sur les réseaux. D'autres ont eu le vilain loisir de répandre qu'il y avait de nouvelles attaques dont ils assuraient la retransmission en direct. En recherchant des images d'ailleurs, d'autres pays, et des images passées, juste pour faire peur aux Béninois. À quelle fin, croyez-vous? Essayer de nous doucher au moral et faire en sorte que nous vivions dans la peur continue. Mais fort heureusement, nous sommes le Bénin, nous ne céderons pas. Alors, M. Guédénon, est-ce que cette attaque du 17 était liée à une défaillance dans la stratégie militaire? Je ne crois pas. Et je ne suis pas militaire, pas plus que vous, mais au moins je sais quel est le niveau d'engagement de l'État aux côtés de nos militaires et le niveau d'engagement de la hiérarchie militaire aussi aux côtés des soldats. Donc, je pense que ce qui devait être fait en termes de stratégie, en termes de mobilisation des hommes et des ressources et du matériel, cela a été fait. Maintenant, que cela soit fait et que, nonobstant,
il y ait des attaques, et il y en a souvent qui sont enrayées, mais qu'il y en ait qui produisent le résultat recherché par l'ennemi, cela peut arriver précisément parce que nous sommes en situation d'asymétrie. Il ne s'agit pas d'une guerre conventionnelle où l'ennemi vous dit « on s'affronte à partir de demain » et vous prenez position, vous faites face. Un peu comme quand on était au cours primaire, chacun a pu l'expérimenter. Quand on s'invitait au duel, on vous dit à la sortie des classes, le vendredi ou bien derrière la clôture. En général, il ne nous arrivait pas de surprendre le camarade par l'arrière et de lui porter un coup fatal, comme ces assassins le font avec nos enfants. Mais ils le font ainsi parce qu'ils savent très bien que dans une guerre conventionnelle, ils sortiraient forcément perdants. Des groupes de criminels ne peuvent pas l'emporter face à une armée régulière, équipée, avec des hommes mobilisés. Cela ne s'entend pas. Et c'est pour ça une armée dont la réputation est établie, même sur les théâtres internationaux. Et c'est pour ça, justement, qu'il n'y a que par l'asymétrie qu'ils arrivent à nous surprendre et à faire des dégâts de temps en temps dans nos rangs. L'asymétrie suppose que ces assassins ne disent pas à nos soldats qui sont en position, et rappelez-vous, les théâtres où ça se passe, ce ne sont pas des terrains de football où on a une vue aisée sur l'avant, ce n'est pas en pleine ville, c'est en brousse surtout. Donc ils ne disent pas à nos enfants, on viendra vous attaquer ce soir, on viendra demain. Eux, ils sont tenus de veiller 24 heures sur 24. Mais il faut bien s'adapter à cette réalité. Il faut bien s'adapter à cette réalité, mais quand ils ont fait leur formation militaire à l'origine, ils n'ont pas été formés à cela. Maintenant, c'est des défis contemporains auxquels ils s'adaptent et toutes les armées font leurs efforts. Nous faisons l'effort de recruter suffisamment, de mettre le matériel à disposition, d'entretenir le moral de la troupe, et c'est ça aussi qui fait que, contrairement à d'autres, nous ne sommes pas dans la situation où on enregistre chaque mois 10 attaques meurtrières ou à l'année une centaine d'attaques meurtrières. Je voudrais que l'on se rassure de cela et que les Béninoises et les Béninois ne paniquent pas plus que de raison parce qu'il nous arrive des cas où nous perdons nos enfants. Donc je redis ici que le sacrifice au nom de la nation, pour cela, nous leur serons éternellement reconnaissants. Et ils resteront à tout jamais au chaud dans nos cœurs, le souvenir de ce sacrifice-là, que nous ne minimisons pas. Même s'ils sont des militaires, même s'ils sont formés pour aller au front, ils ne vont pas au front en souhaitant y laisser la vie. Et quand on les envoie au front, ce n'est pas parce qu'on veut qu'ils y perdent leur vie. Et c'est pour cette raison qu'il n'y aura pas à transiger avec les assassins qui viennent s'en prendre à nos enfants. Et quand on a dit ça, il faut en profiter aussi pour dire aux Béninoises et aux Béninois. Et il y en a qui sont de bonne foi, qui par exemple, sur cette actualité-là, ont considéré que le gouvernement a manqué d'empathie, le gouvernement n'a pas décrété un deuil national, le gouvernement n'a pas mis les drapeaux en berne. Je vais leur expliquer pourquoi. J'ai dit, et on en convient tous, nous sommes en situation d'asymétrie. On ne le souhaite pas, mais vous pouvez avoir des attaques tous les jours, toutes les semaines, avec des dégâts, quand bien même nous mettons les moyens qu'il faut. Pour nous, toutes les vies se valent. Le soldat, qu'il soit de la Libori ou du Zou, du Borgou ou de l'Ouémé, du Mono ou du Koufo, du Plateau ou de la Takora, ou de la Donga, ou des collines, etc. Chaque vie de soldat vaut une autre. Si nous entreprenons de mettre le drapeau en berne, nous devrions le faire chaque fois qu'un de nos enfants tomberait. Chaque fois qu'un de nos enfants tomberait, on devrait le faire. Donc, on le fait parce qu'un tombe, on le ferait parce que 5 tombent, parce que 10 tombent, je touche du bois. Davantage parce que 50 seraient tombés. Pourquoi le ferait-on une fois et qu'on ne le ferait pas par la suite? Et j'ai dit, ce n'est pas un phénomène qui se produit une fois l'an. Si ça nous arrivait 10 fois, 20 fois, 50 fois dans l'année, encore une fois, je touche du bois, si ça nous arrivait 50 fois dans l'année, on va décréter 50 fois un deuil national. On va mettre le drapeau en berne 50 fois.
on fait le jeu de l'ennemi. Nous faisons ainsi le jeu de l'ennemi. D'ailleurs, regardez bien autour de nous. Ceux qui vivent le phénomène dans son acuité, avec des dizaines d'attaques, des centaines, voire au cours de l'année, et qui avaient commencé à mettre le drapeau en berne, à décréter deuil national, à exposer même les cercueils pour rendre hommage aux enfants. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Parce qu'ils ont compris qu'il y a un contre-coup. Ça entretient une certaine psychose et ça fait que l'ennemi est galvanisé. Parce qu'il dit oui, mais je les atteins où ça fait mal. Donc on a décidé, tout en respectant la mémoire de nos enfants, tout en reconnaissant, je le dis encore une fois, le sacrifice qu'ils sont amenés à faire, on a décidé de rester dignes et de ne pas alarmer nos concitoyens pour cela. Donc ce n'est pas un manque d'empathie, c'est une question de responsabilité. Précisément, il faut insister là-dessus, chers amis de la presse, pour que nos compatriotes comprennent que si ça se passe aujourd'hui, et que ça se passe mercredi, ou que ça se passe un samedi, donc 50 fois, 100 fois dans l'année, qu'est-ce que nous faisons? Systématiquement, le drapeau en berne, et le faire pour un décès, 5, et pourquoi pas pour 10. Le faire une fois, et pourquoi ne pas le faire pour les autres après? Donc c'est pour ça que, à l'analyse, on s'est dit, ça ne serait pas pertinent de procéder ainsi. Mais à défaut de ça, qu'est-ce que l'État fait alors? Je voudrais même, à la suite, appuyer la question d'Éric Guédénon, ce que l'État fait en mémoire des soldats et des familles éplorées. Mais en revanche, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un moment national pour créer une sorte de sursaut national, de cohésion nationale derrière l'effort de guerre déjà que déploie le gouvernement et surtout pour soutenir les familles éplorées? Tant qu'on n'est pas venu à bout du phénomène, vous aurez besoin chaque fois de faire un moment national, à un moment ou à un autre, tant qu'on n'a pas fini avec le phénomène. Parce que vous ne savez pas s'il va durer 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans. Il y a des pays où ça dure depuis 15 ans. Donc, tant qu'on n'a pas fini avec, vous serez amené à un moment ou à un autre à faire un moment national. Par contre, nous, on a aujourd'hui au Bénin un monument aux dévoués, l'obélisque, où nous sommes convaincus que les étoiles de nos enfants qui sont tombés sont gravées dessus. Et puis, rien ne nous empêcherait demain, quand on aura remporté une victoire définitive sur ce phénomène et qu'il sera devenu un épiphénomène, rien ne nous empêcherait, l'État du Bénin, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 2 ans, dans 1 an même, si on a fini et qu'on est sûr qu'on a fini, rien ne nous empêcherait d'ériger une stèle, un monument exclusivement dédié à la mémoire de ces enfants qui auront payé de leur vie l'intégrité de notre territoire, le maintien de notre pays debout. Et c'est aussi ça, leur sacrifice, qui fait que certains d'entre nous ont le temps de se répandre sur les réseaux sociaux et de colporter ce qu'ils veulent dans le funeste dessein d'apeurer les populations et d'attenter à leur quiétude. Et qu'en est-il alors de cette absence? Maintenant, ce que nous faisons, nous sommes obligés vis-à-vis de nos soldats qui vont au front, qui vont dans des missions spéciales. Et nous avons voté des tests. Il y a une loi, il y a des décrets qui ont été pris. Et lorsque ça arrive, l'État va au soutien des familles. Il y a un montant qui est débloqué systématiquement pour chaque enfant du Bénin tombé au front en mission spéciale. Il y a un montant qui est débloqué. L'argent ne remplacera jamais une vie. Mais les familles savent lorsque ça arrive. Et chacune d'elles, par ailleurs, reçoit un courrier formel de la part de l'État à travers le ministère de la Défense faisant les condoléances du gouvernement. Chaque famille intéressée reçoit un courrier. Comme un acte de reconnaissance de la nation. De la nation, déjà. En plus, ce qui est prévu comme moyen, je ne vais pas employer le mot dédommagement parce que ça ne vaut pas une vie. On le paye. Ensuite, lorsque les soldats, ils ont laissé des enfants, l'État prend en charge l'éducation des enfants jusqu'à leur majorité, 21 ans. Si un soldat a laissé un enfant en CI ou en maternelle, nous nous obligeons à assurer sa scolarité jusqu'à ses 21 ans. Nous mettons en place une assurance maladie pour l'accompagner jusqu'à ses 21 ans. Ça se fait. C'est les réponses concrètes que le gouvernement apporte
lorsque nous vivons ces phénomènes-là. Alors, qu'en est-il alors de ce silence qu'on observe assez souvent après les attaques du côté du gouvernement? Les citoyens ont déploré ça aussi. Ça ne parle pas, le gouvernement ne dit rien, l'état-major aussi. Et justement, on est là, dans ce silence. C'est peut-être les réseaux sociaux qui annoncent les nouvelles, les informations, des chiffres avec des images. J'ai dit tout à l'heure que certains de nos enfants, certains Béninois, je vais dire, œuvrent comme s'ils étaient du service de propagande ou du service de presse soft des assassins qui s'en prennent à nos enfants, en se dépêchant, sans esprit de discernement, de divulguer tout et n'importe quoi sur les réseaux. Quand vous évoquez le silence ou le temps mis à faire le bilan, encore une fois, les attaques terroristes ne surviennent pas sur un espace ouvert où l'on voit aisément devant soi. J'ai donné l'exemple d'un terrain de football. Nous sommes en brousse généralement. Lorsque ça survient, qui a intérêt, le premier, à aller communiquer? C'est l'assassin. L'assaillant. C'est l'assassin. Et c'est suppos. C'est eux qui vont dire, bon, on a attaqué. Ben, vous dites on a attaqué. Nous, on n'a pas de chiffres. L'armée va prendre le temps d'aller vérifier, récupérer les corps de ses frères d'armes, ratisser pour voir est-ce qu'il y a des survivants. Quand l'attaque survient, même quand ce n'est pas effet de surprise, il y en a qui réussissent à se mettre hors de cause. Donc, ils peuvent se cacher, se terrer, voir. Quand ils peuvent riposter, ils ripostent. Certains sont peut-être morts sur le coup, d'autres sont blessés. Donc, l'assaillant, lui, il va dire, j'ai fait une attaque, il y a 100 morts. L'armée, qui va à la rescousse aussi vite que possible, va voir que, ah oui, il y a eu une attaque, nous avons 20 morts, nous avons 30 disparus, parce qu'il y a des gens dont on ne retrouve encore ni le corps, ni dont on ne perçoit le souffle de vie. Et puis, au fil des heures, peut-être que certains qui s'étaient mis hors de cause vont revenir, parce qu'ils ont vu que leurs camarades sont là. Donc, ils sont en confiance, ils vont arriver. L'armée prend le temps de faire tout ça. Il ne peut pas communiquer en désordre. Parce qu'il y a eu attaque le 17 à midi ou le 17 au soir, dit voilà. Et c'est pour ça que eux, par exemple, sur le cas du 17, les premiers chiffres qu'ils ont eu, c'était 8. Quand ils sont arrivés, ils ont vu 8. Donc, les gens ont véhiculé qu'il y a eu 8 morts. Et certains ont pensé après que c'était une stratégie pour minorer les dégâts. Non, rien du tout. Et c'est aussi le sens de responsabilité. Ne pas venir dire aux populations, il y a eu une attaque. Et vous venez dire, nous avons 5 morts. Ou bien, nous avons 50 morts. Et la journée d'après, vous revenez dire non, en fait, c'était 20 morts ou c'était 2 morts. C'est le sens de responsabilité qui leur commande de prendre le temps de faire l'état des lieux et d'arrêter les bilans pour que l'on sache exactement. Et le gouvernement n'est pas sur le terrain. Le gouvernement attend aussi les éléments d'appréciation que l'armée lui fournit pour pouvoir se prononcer. C'est aussi simple que ça. Donc, en vérité, ce à quoi vous conviez nos concitoyens, c'est de considérer que cette guerre face aux terroristes est une véritable guerre et qu'en temps de guerre, les citoyens doivent faire bloc derrière leur État et avoir la patience d'attendre les communications officielles parce que l'ennemi, partout en situation de guerre, s'empresse toujours de chercher à déstabiliser par une communication mortifère. Et aussi, il y a un détail important. On a été particulièrement choqués par les vidéos diffusées sur les tueries en temps réel. Il est important de passer un message par rapport à la diffusion virale de ces vidéos. Et quand vous évoquez ces vidéos qu'on a vues également, vous aurez noté qu'il y a des soldats sur lesquels on a tiré de dos. De dos. En guerre conventionnelle, ça ne se fait pas. Parce que quand vous avez vu la personne tomber face contre terre, il est à parier qu'on lui a tiré dessus de dos. Même quand le soldat avait son gilet pare-balles, on lui a peut-être tiré dans la nuque et puis s'est retrouvé au sol. C'est insoutenable et c'est douloureux d'en parler. Vous n'imaginez pas à quel point les gens pensent qu'on a plaisir à venir s'asseoir et ne pas dire ce qu'on devrait. Non, on le dit au moment indiqué et dans les termes qu'il faut. Parce qu'on n'est pas en compétition.
pour savoir qui parle bien, qui rédige bien. Non, ce n'est pas une compétition. Et on a du respect pour nos enfants, davantage lorsqu'ils ont donné de leur vie pour que nous soyons là. Et c'est l'occasion, effectivement. Vous dites, les personnes qui véhiculent, qui se comportent comme des suppôts de l'ennemi et qui véhiculent ça, il faut en appeler à la responsabilité des administrateurs de groupes, les différents forums WhatsApp dans lesquels nous sommes ou sur d'autres plateformes. Quand vous êtes administrateur de groupe, vous êtes responsable de ce qu'on publie dans vos groupes, puisque c'est vous qui connaissez les gens que vous inscrivez dans vos groupes. Et quand ils le font et que vous ne réagissez pas, vous êtes complice, à tout le moins. Si vous n'êtes pas acteur, donc un djihadiste aussi, d'une certaine façon, vous êtes complice de laisser faire ça. Et ça n'est pas normal. Et puis nous, on n'est pas dupes, M. Sounouvou, M. Guédénon, il faut que vous le sachiez. Parce que vous avez noté par exemple qu'après le 17, le samedi 26, les mêmes officines qui ont l'habitude de relayer ces images macabres ont entrepris le samedi 26 de nous faire croire qu'elles nous faisaient vivre en direct une nouvelle attaque terroriste avec des images venant d'autres pays, avec l'enthousiasme de gens qui ont le sentiment de faire, comme chez vous les journalistes, un effet de scoop. Non, le sensationnel même, ce n'est pas vraiment le fort du journalisme, mais le scoop, ouais, dont ils sont détenteurs. Nous, on sait, et je vais vous le dire avec gravité, on sait qu'il y a des officines qui ont comme plan d'action politique en 2025 de travailler à la déstabilisation du Bénin et qui ont beaucoup d'argent pour cela. Je parle d'officines. Vous portez des accusations aussi graves. Je parle d'officines et je vais vous dire, plus grave encore, certains de nos compatriotes officient au sein de ces officines-là. De l'intérieur ou de l'extérieur? De l'intérieur comme de l'extérieur. Je vais vous le dire. Et nous, quand on le dit, ce n'est pas pour fuir nos responsabilités. Je vous ai dit, on ne bat pas notre coupe sur la poitrine des autres. Nous assumons, mais nous savons. Et c'est aussi pour ça que nous faisons front. Nous ne capitulerons pas. Nous avons à défendre nos enfants, nous avons à défendre notre pays. Mais on déplaise aux gens qui considèrent que, parce que le Bénin, quand même, vaille que vaille, fait son petit bonhomme de chemin, les choses semblent marcher, le pays progresse, il faut stopper. Regardez, dans ce contexte-là, nous avons fait 7,5% de croissance en 2024. On n'aurait pas tout ça. On n'aurait pas certaines situations exogènes qu'on serait peut-être à 9-10%. Et tout ça va se ressentir aussi sur l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Donc, c'est un défi et c'est une guerre. C'est une guerre qui n'est pas une guerre normale, c'est une guerre asymétrique et il faut en avoir conscience. Après, je ne vous livrerai pas les stratégies militaires parce que les militaires, ils ont des obligations. Mais après, en situation d'asymétrie, il faut, vous le disiez peut-être tout à l'heure, il faut aussi s'adapter. Et s'il faut changer d'approche, il faut utiliser certaines méthodes, peut-être que désormais, il ne faudrait pas en faire l'économie. On voudrait mieux comprendre sur cette accusation que vous portez sur certains de nos concitoyens dans l'objectif de déstabiliser notre pays. En termes clairs, il y aurait un financement destiné à des Béninois dans l'objectif de déstabiliser le Bénin? Pour être plus précis encore, vous voyez les personnes dont parlait M. Sounouvou, qui diffuse sans discernement ces vidéos ces productions sur les réseaux. J'ai dit, il y en a qui sont de bonne foi, mais il y en a malheureusement qui sont dans une entreprise déstabilisatrice. L'officine dont je vous parle a ce qu'elle appelle une armée numérique, constituée de quelques centaines de personnes qui sont grassement payées. Et dont le rôle, c'est de partager sans réfléchir ce qu'on leur donne. Ou d'aller faire les audios virulents qui veulent faire croire que rien ne se fait au profit de nos militaires. Voilà, il y a des attaques tous les jours et le gouvernement ne fait rien, l'armée ne fait rien. Le tout en recherchant un effet de lassitude des populations ou un effet de mécontentement généralisé parce qu'on ferait croire aux populations qu'il n'y a pas de réponse en face. Et certains nous ont même invités à aller faire allégeance à d'autres pays autour de nous, où malheureusement pour ceux qui nous y invitent,
la situation n'est pas des plus enviables. Nous gérons la nôtre, mais de loin, nous sommes encore mieux logés que ceux vers qui on nous propose d'aller chercher solution. En tout cas, vous nous rassurez sur le fait que notre dispositif est efficace, en tout cas dans cette lutte, mais nous savons aussi que face à l'ennemi, il faut une coopération régionale. Le Bénin en est où en la matière? Je veux vous rassurer sur le fait que nous avons un dispositif en place et que globalement, il est efficace parce que les cas qui sont enrayés, les cas de tentative qui sont enrayés dépassent ceux qui produisent les effets. Et parce que c'est quand il y a les effets que vous voyez, vous avez souhaité tout à l'heure, et moi avec vous, que l'armée nous fasse savoir plus souvent quelquefois ces cas arrivent, même s'il faut savoir mesures observées pour ne pas que ce soit contre-productif finalement. Et s'agissant de coopération, nous sommes les premiers demandeurs de la coopération. Encore une fois, si vous l'aviez oublié, le président Patrice Talon a été le premier à demander au sein de la communauté CEDEAO que les États mutualisent leurs efforts, ce qui a donné naissance à l'initiative d'Accra qui malheureusement n'a pas prospéré après parce que l'engagement des uns et des autres n'y était pas. Le président Talon s'est rendu au Burkina Faso, parler avec les autorités de fait qui étaient là. Vous avez oublié cela. Nous avons conclu un accord. Même droit de suite. Nous avons conclu un accord avec le Niger, avec le Burkina à l'époque pour ça. Ce n'est pas de notre fait si dans ces pays-là, il y a un changement de paradigme qui fait qu'on ne peut pas donner suite à ce qui a été négocié. Ce n'est pas de notre fait. Et puis, à cette occasion-ci, je voudrais faire une précision. Quand la situation au Niger est intervenue avec le coup d'État du 26 juillet 2023, quand la situation est intervenue, et vous avez reproché au président Talon d'avoir été à l'offensive plus que les autres. Oui, nous avons joué pour la CEDEAO, mais nous avons aussi joué en pensant aux intérêts du Bénin. Les intérêts du Bénin, c'était quoi? Nous savions que sur le front de la frontière avec le Burkina, c'était déjà critique. Et on sait ce que ça coûte. Et nous n'avions aucune envie que le côté Niger aussi nous impose les mêmes réalités que côté Burkina. Et c'est à ça que nous assistons maintenant. Le point triple dont on parle, c'est Bénin, Burkina, Niger. Et si de l'autre côté, il y avait de la présence comme chez nous, on ne connaîtrait pas ces attaques-là dans cette répétition et avec les effets que l'on a. Parce que, comme là-bas, il n'y a pas de force qui s'interpose, les assassins peuvent se regrouper à 500, 1000, 2000, venir comme une horde, surprendre quelques dizaines ou quelques centaines de soldats en faction pour protéger le pays. C'est de ça qu'il s'agit aussi basiquement, et il faut le dire pour que chacun comprenne ce que nous vivons. C'est vrai que pour le moment, on a du mal en termes de coopération militaire avec les pays voisins. Il y a un droit de poursuite sur un certain nombre de centaines de kilomètres qui avait été négocié par le chef de l'État au Burkina. Je ne sais pas si c'était pareil pour le Niger. Vous l'avez dit, il y a un dispositif militaire installé à nos frontières, mais les militaires ont toujours besoin d'équipement, ne serait-ce que de surveillance et de renseignement. Où est-ce qu'on en est dans l'effort de guerre du Bénin? Sur les réseaux sociaux, il circule à ces sujets que le Bénin a du mal à se procurer des équipements à l'international. Qu'en est-il? Bon, vous évoquez encore les réseaux sociaux. Moi, j'invite toujours à éviter de subir la dictature des réseaux sociaux où des experts en tout, spécialistes de rien, viennent donner des leçons et prêcher ce qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Experts en tout, spécialistes de rien. Si vous allez interroger nos militaires, aujourd'hui, ils vous diront tout ce qu'ils ont demandé au gouvernement comme matériel. Le gouvernement les a achetés ou s'est engagé à les acheter et c'est en commande. Et si ça n'existait pas, avec les dernières réunions, c'est remis sur la table. Donc, on n'a pas structurellement un problème d'équipement. D'ailleurs, le ministre de la Défense a eu l'occasion de vous dire tous les efforts que nous avons faits pour rendre notre armée aujourd'hui opérationnelle. Si c'était la situation de 2015-2016 dans laquelle se trouvait notre armée, qui perdurait aujourd'hui, je suis convaincu que l'on ne résisterait pas autant que nous le faisons aujourd'hui. Donc ça n'est pas un problème d'équipement.
Mais on peut toujours optimiser. Nous ne sommes pas producteurs d'équipements. Les équipements militaires, leur trafic obéit à des règles. On ne vend pas en principe à n'importe qui. C'est pour ça que parfois on s'interroge à juste titre comment ces assassins se procurent les armes, en dehors de ce qu'ils récupèrent sur les théâtres où ils ont fait des morts. On a des questions que ce soit chez nous ou que ce soit dans les autres pays, oui, mais à part ça, d'où est-ce qu'ils tirent leur arsenal? Je ne saurais vous le dire. Mais nous travaillons à ce que nos hommes soient dans les meilleures conditions de travail. Les meilleures conditions, c'est aussi bien au plan matériel, logistique, qu'au plan moral et de la formation. Et ça, le gouvernement du Bénin fait des efforts inestimables que chacun reconnaît. Ceux qui n'en savent rien vous diront, ils ne font rien, parce que de toute façon, ils ne savent pas. Monsieur Sounouvou, Monsieur Guédenon, je vois vous avez des formes athlétiques. Je vous soupçonne de pratiquer un peu de sport. Peut-être jouez-vous au football, ne serait-ce que le dimanche, comme nous autres. Mais vous savez très bien que la forme, on ne l'a pas plus que vous. Quand il y a un match de foot, parfois, les gens qui font les commentaires, qui trouvent que tel joueur, même si c'est le meilleur joueur du monde, et qui, le jour-là, est dans une méforme passagère, et les gens qui, à vue d'œil déjà, ne ressemblent pas à ceux qui font du sport ou à ceux qui peuvent taper dans un ballon, c'est eux qui vont vous dire c'est un mauvais joueur, il devait être ici, il devait faire ça. C'est la même chose sur les réseaux. Les experts de tout et spécialistes de rien dont je parle là, c'est eux. Vous avez aussi besoin de ces critiques pour savoir comment il faut réaménager les choses. Qu'il y ait des critiques fondées, oui, c'est normal. Et j'ai dit tout à l'heure, j'excuse ceux qui sont de bonne foi et qui font des critiques, même lorsqu'elles ne sont pas justes. Ça, on comprend. Mais ceux qui sont payés pour véhiculer qu'on ne fait pas ce qu'on doit faire. L'armée n'est pas équipée. Ou que le gouvernement a du mal à faire ce qu'il doit faire. Donc, il faut savoir distinguer. Parce que sur cette question, on entend aussi que le Bénin aura des difficultés à s'approvisionner en armement j'ai dit tout à l'heure, l'extérieur. j'ai dit que ce n'est pas le Bénin. J'ai dit, c'est pas le Bénin seulement. Quand vous évoquez ça, là, on est en situation normale, conventionnelle, pas asymétrique. Aller sur le marché des armes, c'est réglementé parce que les Nations Unies veulent un monde pacifié. Le monde, après avoir connu les guerres, voudrait ne plus en connaître, même si l'actualité nous impose de voir ça. Donc déjà, on ne vend pas les armes n'importe comment. On ne vend pas les armes n'importe comment. On dit, il y a des armées qui, du fait de l'histoire, se sont structurées, ont des départements qui sont dédiés à aller négocier avec des fabricants et autres. D'autres doivent passer par des intermédiaires, parfois 5, 10, 20, et qu'il faut que ce soit tracé jusqu'à ce que ça aille. Le pays ne se lève pas, va voir le premier fabricant pour dire « moi j'ai besoin de telle arme ». On se demande qu'est-ce qu'ils veulent faire avec, où est-ce qu'ils vont les utiliser maintenant que la donne mondiale, ce n'est pas seulement en Afrique, il y a le terrorisme partout. Ça se manifeste de plusieurs façons. Et ça, c'est aussi une donne qui va peut-être faire évoluer les pratiques pour que désormais on considère qu'il y a certains qui sont vraiment confrontés à ce phénomène et qui auront besoin d'aménagements spécifiques pour avoir accès plus facilement à certains types d'armes. Parce que les armes aussi, c'est classifié. Sans dévoiler de stratégie militaire, sur la question du renseignement, elle est cruciale cette question pour savoir à qui on a affaire. C'est un ennemi à visage insaisissable. IANI, on les appelle individus non identifiés. Voilà. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, à date, on sait qui sont ces hordes? Qui sont-ils? Qui se cache derrière? Qui les aide? Qui les finance? Où est-ce qu'ils vont se procurer les armes? Qui les soutient? Sur les réseaux, vous imaginez la thèse complotiste. On pense que des puissances, y compris qui nous soutiennent, sont derrière. Et vous et moi, on ne peut pas répondre à ça. C'est tellement complexe et multiforme. J'ai lu encore chez certains de vos confrères ce matin que chez nos frères du Niger, un responsable a évoqué le fait que 60% du carburant qui est servi ou utilisé par les terroristes proviendrait de Niamey. Et on demande aujourd'hui aux stations-service de s'équiper en caméra de vidéosurveillance pour à l'avenir savoir qui est venu se procurer du carburant et chercher à savoir qu'est-ce que la personne a fait avec. Voilà par exemple un aspect. De chez nous aussi, il y a des gens qui vont chercher du carburant de contrebande au Nigeria et qui ravitaillent les terroristes. Vous avez évoqué le renseignement. Là-dessus, il faut que l'on remercie chaleureusement nos populations qui comprennent l'enjeu et qui participent
à la coproduction de la sécurité. Nous avons une belle coopération des populations qui comprennent et qui ont envie de vivre en paix, en sécurité. Le renseignement militaire fait son travail, mais il y a la partition civile que les populations jouent. Et cela n'est pas rien. Maintenant, qui sont ces personnes? Ce que l'on sait aujourd'hui, pour la plupart, ce sont des gens qui viennent de l'autre côté. Bon, ils ont eu le temps, en temps, de recruter quelques-uns de nos enfants du Bénin, parce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'y a pas des Béninois qui leur servent de guides, qui les amènent à reconnaître les lieux, les endroits. On n'exclut rien. Par contre, ce qui est heureux, c'est de savoir qu'il n'y a pas de gîte répertorié sur notre territoire aujourd'hui où les gens ont un camp et c'est eux qui sont là. Non, ils n'en ont pas. Et c'est ça aussi qui les frustre parfois et qui justifie la cruauté dont ils font montre avec nos enfants. Mais pourtant, c'est ce dont les voisins nous accusent. Bon, vous savez très bien que c'est une fausse histoire. Et c'est pour ça qu'ils refusent d'avoir une coopération avec le Bénin. On ne va pas revenir là-dessus. Parce que nous, on a fait l'option ici de ne plus parler de ça. Pour ne pas que nos frères des autres pays tirent toujours prétexte de ce qu'on dit et qui est vrai pour justifier leur position. Non, on ne va pas perdre le temps à cela. Vous imaginez, nous on a perdu 54 enfants, nous qui abriterions des terroristes, et c'est nous qui les utilisons contre nos propres enfants. Et le bon sens devrait nous guider. Hein. On va évoluer avec les sujets d'actualité. Monsieur le porte-parole, on a vu le chef de l'État, quand même à la tête d'un pays laïque, et au cœur d'un processus d'unification d'une religion, je vais nommer les Célestes. Que vient chercher le chef de l'État dans un tel processus? Et c'est précisément parce que le pays est laïque, que la République est laïque, que le chef de l'État, lorsqu'il le peut, vole au secours, au chevet de l'une ou l'autre des religions. Vous avez eu les protestants. Cette fois-ci, c'était les Célestes, mais avant, il y a eu parfois chez nos frères musulmans intervenir pour régler un conflit là. Ce n'est pas toujours des conflits de même envergure, mais autant qu'il a pu jouer ses bons offices, mettre en jeu ses bons offices pour pacifier et ramener la paix, il l'a toujours fait. Et je n'ai pas vu un seul Céleste qui soit mécontent de ce qui s'est passé samedi dernier, où après 40 ans de guerre et de division, et ils voient tous poindre à l'horizon la perspective d'une Église réunie. L'une des plus belles choses que, de ce point de vue-là, au plan des religions, que nous ayons apporté au monde, à l'universel, c'est l'Église du christianisme céleste, n'est-ce pas? Qui aujourd'hui est présente sur tous les continents. Tous les continents. Et donc, on dira, c'est une Église qui est née au Bénin, c'est une signature béninoise. Et donc, tout ce que nous pouvons faire pour la conforter, la solidifier, lui donner un nouvel espoir, c'est ce que le chef de l'État a entrepris de faire. Et fort heureusement, cela marche bien grâce à la disponibilité des partis qui ne se parlaient pas et grâce à leur bonne volonté. On se pose la Donc question le mérite, aussi, il n'est pas seulement celui du chef de l'État, il est aussi celui des différents responsables de cette Église. En vrai, que recherche le chef de l'État dans un tel processus? Un pays pacifié, absolument, et avec une coexistence pacifique des religions. Objectifs en arrière. Lequel, par dividendes exemple, politiques. des dividendes politiques pour quelqu'un qui n'est candidat qu'à sortir de son dernier mandat. Oui, mais il est de bonne loi que le candidat qui viendrait soit un candidat de parce que vous pensez que ça se reverse comme ça automatiquement. De son adhésion. Non, le chef de l'État, quand il a fait la réunification des protestants, c'était pour quel objectif? Quand il a réuni la famille du football au Bénin, c'était pour quel objectif? Quand il intervient pour régler les problèmes chez les musulmans, la dernière fois à Porto Novo, il y avait une crise de succession de l'imam central, il est intervenu pour régler. C'était dans quel objectif? Si à la veille de son départ, quand il y aura eu les élections et que son successeur aura déjà été désigné, s'il y a une situation de crise qui nécessite qu'il intervienne, il interviendrait. Ce serait dans quel objectif en ce moment-là? Parce que vous n'allez plus dire que c'est politique. Le politique gagne toujours à ce genre de... Non, je crois que ces bons offices-là, qui portent heureusement leurs fruits, c'est à saluer et il n'y a pas à conjecturer là-dessus. Les bénéficiaires en sont très heureux. Je le remercie pour cette baraka qu'il a déjà lui-même et qui rejaillit
sur eux, parce que quand ils touchent, ça fait mouche et c'est tant mieux. En tout cas, nous voyons bien cette démarche de recherche de paix. Mais pour le cas des Célestes, on a vu pas mal de délégations, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Togo, bien d'autres pays, le Palais des Congrès bloqué. Qui supporte le coup? Oui, mais attention, vous avez vu des délégations parce que l'église du Christ céleste, ce n'est pas qu'au Bénin. Le point d'orgue, c'est quand ils font le pèlerinage de Sémé. L'année dernière, on a eu plus d'1 million de pèlerins. Peut-être que demain, on aura 5 millions de pèlerins, 10 millions de pèlerins. Davantage parce que l'église est réunifiée. Les gens qui allaient au Nigeria, qui restaient au Togo, donc l'État le fait aussi dans la perspective... En Côte d'Ivoire, au Japon ou ailleurs, tout cela viendrait ici demain. Ce serait tant mieux pour le tourisme religieux. Ce serait tant mieux pour le tourisme religieux, tant mieux pour nous. Et nous voulons que ça se passe au mieux. Donc, ne regardez pas... Au-delà de la recherche de paix, il y a aussi un intérêt économique que recherche le... Non, a priori, ce n'est pas l'intérêt économique. Maintenant, si nous réussissons à faire en sorte que ce soit pacifié et que désormais la gouvernance de l'Église soit unifiée pour le bonheur des fidèles et que sur les années à venir, cette réunification acquise permet d'avoir d'autres gains pour notre pays, pour la sous-région, personne ne cracherait dessus. J'ai parlé du tourisme, du pèlerinage, et il a évoqué le tourisme religieux. C'est 1 million et quelques l'année dernière. Si l'organisation, parce que l'Église est unifiée, l'organisation du pèlerinage avec le concours de l'État devient quelque chose de plus en plus professionnel, où les commodités sont offertes aux pèlerins. Et que, ce faisant, dans 5 ans, dans 10 ans, nous avons 10 millions de pèlerins qui, fin décembre de chaque année, viennent au Bénin, séjourner au Bénin. Aujourd'hui, quand les gens vont à la Mecque, vous voyez chaque année combien de millions de personnes vont là-bas. Imaginez ce que ça apporte à notre pays. Et c'est aussi ça le rôle du leader qui est à la tête de notre pays, de projeter le Bénin sur les décennies à venir. À quel niveau voulons-nous être? Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui pour faciliter notre marche vers? Et ça n'exclut pas que des religions soient bien, que des religions qui par ailleurs sont nées chez nous et que nous pouvons travailler à conforter, à solidifier, qu'on le fasse et qu'elles apportent également leur contribution à ce que le Bénin sera dans les années à venir. Vous l'avez indiqué, la baraka du chef de l'État est telle que quand il touche une matière, un sujet, ça fait mouche. Mais par rapport aux réformes politiques, notamment la réforme du système partisan, il semble qu'il y a toujours des grincements dedans. Dernière sortie du cadre de concertation des forces politiques de l'opposition en témoigne, alors que le chef de l'État il ne veut plus entendre parler d'assises ou de retouches du code électoral, et il continue par tempêter et réclamer justement qu'on revisite ce code électoral en certaines dispositions. Bon, c'est vrai que dans le dernier sortie, ils n'ont pas évoqué la première question qui fâchait, le seuil d'éligibilité. Ça n'est pas revenu, mais la question des procès verbaux au niveau des postes de vote, la question est revenue où les opposants réclament en avoir copie immédiate. Et il faut retoucher le code électoral. Pas que, la question du parrainage aussi. Et le chef d'État peut entendre ça? En terrain politique, ça fait du bruit parce que c'est le domaine où l'on recherche l'immédiateté des résultats. Donc les réformes qui sont faites, et aujourd'hui on est confortable pour en parler. Même lorsque sur le coup, certains acteurs politiques n'en perçoivent pas la pertinence, ne s'obligent pas à s'adapter, avec le recul, ils s'en rendent bien compte. Et moi, je rappelle 2019, je rappelle 2023. Si on n'avait pas fait ces réformes-là, on n'aurait pas aujourd'hui au Bénin un parti d'opposition qui, depuis 2023, dispose d'un groupe parlementaire de 28 députés en place que personne ne pense à débaucher. On n'aurait pas une assemblée où on a autant de femmes aujourd'hui, si on n'avait pas fait ça. Et donc, les querelles du moment, j'en suis convaincu, relèveront bientôt du passé lorsque les uns et les autres verront encore plus les effets positifs de toutes ces réformes. Regardez toutes nos communes aujourd'hui. Depuis 2020, elles sont gérées dans la stabilité, l'homogénéité des conseils communaux. Même lorsqu'il y a 2 groupes opposés, l'homogénéité est là. Vous n'avez plus de valses
de maire où toutes les semaines ou tous les mois on démet un maire. C'est le gain de la réforme politique qui fait qu'on stabilise la gestion du pays, y compris au plan décentralisé. Et ça, c'est quelque chose que, même si les acteurs politiques ne le disent pas maintenant, l'histoire dira un jour qu'il y a eu des gens qui ont eu le courage, la vision pour bousculer les habitudes, obliger les uns et les autres à se mettre ensemble pour qu'on en soit là. Mais autrement, on n'y arriverait jamais. En termes clairs, le gouvernement n'est toujours pas sensible à une relecture du code électoral ou une assise nationale. Relire le code, pourquoi? Moi, je ne suis pas à l'Assemblée. Si à l'Assemblée nationale, les députés s'entendent pour dire qu'il faut relire, ils vont relire. À l'heure où je vous parle, je n'ai pas connaissance d'un projet de loi au niveau du gouvernement qui appellerait à une relecture du code. Mais je ne suis pas à l'Assemblée. Les députés, ils ont l'initiative autant que le gouvernement. Si la minorité prend l'initiative, elle travaillera à convaincre la majorité de s'associer à elle. Si la majorité en prend l'initiative, elle saurait que, bon, elle n'a pas forcément besoin de la minorité pour y arriver, mais tout ça, c'est le fruit de dialogue politique soutenu, responsable, mutuellement respectueux, dans lequel l'on s'engage pour aboutir à ces résultats-là. Mais vous avez évoqué tout à l'heure les procès-verbaux. Au Bénin, quand on fait une élection, le dépouillement, il est public. Les résultats sont là pour tout le monde. Oui. En fait, c'est pour éventuellement le contentieux électoral. Ils ont besoin de pièces à conviction. Et ça, si et ce n'est pas inscrit dans le code. Ils voudraient que ça soit inscrit dans le code. Bon, mais ils n'ont qu'à faire les discussions là où cela se fait. Et puis, si c'est dans le code, nous, de toute façon, une fois que le code est promulgué, il sera exécuté comme loi de l'État. Oui, on a conscience qu'on n'a pas en face de nous le porte-parole de l'Assemblée, ça c'est sûr. Mais enfin, on veut tâter l'état d'esprit du chef de l'État parce qu'on sait que quand il chuchote à l'oreille de sa majorité, et généralement, quand il est sensible à une question, généralement il lui donne droit. Ah oui. Espérons alors que les uns et les autres sauront lui porter l'information, lui présenter leurs doléances et surtout le convaincre de la pertinence ou de la nécessité de faire telle ou telle réforme. Parce que vous savez que quand il est convaincu, il va le faire. Il peut ne pas y penser, mais si les vis-à-vis lui démontrent que ce que nous demandons là, c'est même indispensable et en démontre la pertinence, le chef d'État sera leur premier allié. Osias, on va finir avec le dernier sujet. Les travailleurs sont à l'honneur ce 1er mai. On voudrait bien savoir aujourd'hui quelle est la qualité des relations entre le gouvernement et les partenaires sociaux, les centrales syndicales. Bien, globalement, nous avons des relations apaisées. Ce n'est pas le sentiment. Non, nous avons des relations apaisées. Nous avons des relations globalement bonnes. Elles peuvent être encore améliorées. Et je sais que Mme Matisse et le ministre d'État et Biochane et tous les autres membres du gouvernement qui sont de la commission, ils discutent avec les partenaires sociaux, sont dans cette logique-là. Donc, tous les efforts qui peuvent être faits encore pour relever la qualité de ces relations, ils n'en feront pas l'économie. Mais c'est l'occasion, parce que vous parlez du 1er mai, c'est l'occasion aussi de saluer nos compatriotes travailleurs, que ce soit de l'administration publique, que ce soit du secteur privé, que ce soit ceux qui sont à leur propre compte, que ce soit les artisans, que ce soit les agriculteurs, parce que souvent on oublie tout cela. Hein. Le travail, c'est tout cet ensemble. Ce n'est pas seulement ceux qui sont au service de l'administration publique. C'est ceux qui, dans les champs, sous la pluie, sous le soleil, malgré la menace terroriste, nous permettent de manger, de vivre. C'est ceux qui sont sur les routes, qui nous déplacent. C'est ceux qui, de nuit, balaient nos villes pour les rendre de plus en plus belles et attrayantes, ce que le monde salue. C'est tous ceux qui, même quand ils vivent leur passion, je parle des sportifs par exemple, permettent que le Bénin soit bien vu à l'international. Et donc, c'est à tous ceux-là qu'il faut rendre hommage en cette veille de 1er mai et les remercier pour le travail qu'ils font pour le Bénin, le travail de qualité qui fait que de plus en plus le pays se redresse, il est debout et à cette allure nous sommes convaincus que génération après génération nous serons encore plus opiniâtres. Nous travaillerons avec abnégation pour que le Bénin atteigne des niveaux que d'autres nous environt toujours. C'est quand même aussi l'occasion de faire le bilan. Est-ce que vous pensez que ce que le gouvernement a fait ces 9 dernières années pour les travailleurs participe de leur épanouissement ou ça les a rendus plus malheureux? Puisqu'on entend quand même de quel point de vue? Salaire, conditions de travail, conditions de vie. Je dis, il y aura toujours moyen de demander à ce qu'on fasse plus, toujours. Je ne connais pas de pays
vous entendrez le contraire. Monsieur Guédénon, si on vient chez vous, vous êtes de Canal 3, si on vient dans le groupe de presse Canal 3 aujourd'hui et que vos employeurs décident, en cette occasion-là, que les salaires de tout le personnel sont multipliés par 2 ou par 3, pour compter du 1er mai 2025, vous allez applaudir. Pendant quelques jours, vous allez dire « Oh, c'est bien ». Mais 3-6 mois après, vous allez revenir avec d'autres revendications. Dans un an, vous allez trouver que le salaire qui a été si bonifié là ne fait plus l'affaire. Donc, c'est un travail continu. Ce que nous on a fait, souvent que le visage du travailleur est malheureux au Bénin. Ce que le gouvernement a fait, c'est déjà un acquis pour les travailleurs. Et donc, oui, c'est normal qu'ils veuillent qu'on aille au-delà. Et nous, si on a les moyens demain encore de faire plus, on va le faire avec beaucoup de plaisir. Quand on a dématérialisé autant aujourd'hui pour faciliter un peu plus la vie, aussi bien aux populations, les usagers de l'administration, qu'aux travailleurs, quand on a fait les augmentations de salaire de décembre 2022, quand on fait en sorte qu'il soit plus aisé de circuler à Cotonou ou à Calabi et qu'on crée des cadres de travail adéquats, comme les cités qui sont en construction, aussi bien la cité de Calabi que les cités départementales, tout ça apporte du confort aux travailleurs. Mais en même temps, dans la poche, ils en veulent. Et même en termes de confort, ils veulent encore plus. Et c'est pour ça que je vous dis, au-delà de tout ce que nous avons déjà fait, qui est un acquis pour eux, qui entre certes dans notre bilan, s'il y a moyen demain d'en faire davantage, ben nous sommes preneurs. Sans doute, c'est une perche que M. Kassamampo va sans doute saisir au bon. C'est légitime de la part des travailleurs toujours en réclamer davantage pour améliorer leurs conditions existentielles. Il projette de faire une marche le 1er mai, jour symbolique, donc acte symbolique. Est-ce que vous avez peut-être un message particulier à adresser non seulement à ces travailleurs qui vont marcher, et éventuellement aussi à l'administration préfectorale pour que tout se passe bien? Parce que ça ne s'est pas toujours bien passé. Vous disiez que c'est légitime de en réclamer plus, oui. Mais attention, quand vous avez une poule aux œufs d'or, vous ne cherchez pas sa mort. Parce que si elle meurt, vous n'avez plus des œufs d'or. Hein. Si vous tirez trop d'elle, vous n'en aurez plus. C'est pour ça que nous, de façon responsable, on regarde qu'est-ce qu'il est possible de faire à l'instant où l'on parle, ou planifier à telle échéance, qu'est-ce qu'il est possible de faire et qu'on fait. Donc oui, il faut demander, mais il faut aussi être responsable et savoir que bon, faut pas tout demander, faut pas demander l'impossible, surtout quand on connaît la réalité et qu'on connaît aussi la disposition d'esprit de ceux qu'on a en face à faire les choses dans le sens que l'on souhaite, même lorsqu'on ne demande pas. Parce que quand ils le peuvent, ils le font sans attendre qu'on demande. Pour le reste, c'est la responsabilité des organisations syndicales et qui organisent une marche comme traditionnellement au 1er. Si elles prennent toutes les dispositions pour que leur marche se tienne, on sera là. Nous aussi, on est des travailleurs. On va apprécier. Eh bien, monsieur le porte-parole du gouvernement, on considère que votre message aura un écho favorable et que tout se passera bien le 1er. On en profite pour dire bonne fête à tous les travailleurs et voilà, du Bénin, les femmes y compris quand on dit travailleurs. Tout le monde est concerné. Merci beaucoup, monsieur le porte-parole du gouvernement. Merci, chéri. Merci, Josias. Merci bien. Et à bientôt. Merci de nous avoir suivis.